Dans le SIG, nous travaillons avec l'information sur le territoire. La situation correcte des éléments traités est exprimée à travers des coordonnées. Cependant, ce thème est un peu plus compliqué. Pour commencer, la Terre réelle n'est pas une sphère. C'est un objet très irrégulier qui a sa propre topographie et sa bathymétrie. Elle présente des montagnes, des océans et d'autres phénomènes qui peuvent modifier sa forme, comme par exemple les marées, la pression atmosphérique ou les différents systèmes climatiques. Grâce à une science appelée géodésie, nous pouvons étudier et mesurer la Terre réelle. Le résultat de cette étude est un géoïde. C'est la surface physique définie grâce au potentiel gravitationnel, de sorte que sur chacun de ces points, une même force d'attraction terrestre est exercée. Nous excluons les phénomènes orogéniques. Les montagnes ne sont donc pas incluses. Graphiquement, on peut la définir comme la surface des mers calmes se prolongeant sous le continent. Ce qui nous donne bien l'image d'une Terre non pas sphérique, mais très irrégulière et semblable à un rocher. Mais pour que nous puissions travailler, nous avons besoin d'un système de coordonnées. Le géoïde pour nous n'est pas assez bon, parce qu'il a des bosses, des creux, et nous avons besoin d'un objet mathématiquement assez exact, comme par exemple un ellipsoïde. Un ellipsoïde nous permet d'attribuer des valeurs de latitude et de longitude, c'est-à-dire qu'il nous permet d'exprimer la situation d'un élément. Pour cette situation ou localisation, nous commencerons toujours dans le parallèle 0 qui est appelé équateur et nous mesurerons les degrés vers les pôles. Vers le pôle nord, les valeurs sont positives. Vers le pôle sud, elles sont négatives. De cette façon, le pôle nord a une latitude de 90 degrés et le pôle sud de moins 90 degrés. La latitude se complémente avec la longitude qui est aussi exprimée en degrés à partir du méridien de base qui est le méridien de Greenwich. Il existe plusieurs manières de la mesurer et de l'exprimer, entre 0 et 360 degrés, en augmentant vers l'est du méridien de base, entre 0 et 180 degrés, en indiquant à quel hémisphère elle appartient, occidental ou ouest, ou oriental ou est. Entre 0 et 180 degrés positif, est, ou négatif, ouest. Cependant, un nouveau problème apparaît. En réalité, l'ellipsoïde ne s'ajuste pas exactement au géoïde, mais nous essaierons de les faire marcher ensemble. Il y a plus d'une façon d'ajuster l'ellipsoïde au géoïde, et selon celle choisie, il faudra faire certains sacrifices ou d'autres. Peut-être que l'ellipsoïde copiera bien la superficie de l'Afrique, mais pour l'Australie, il présentera de grandes défectuosités. C'est pourquoi nous disposons d'un instrument appelé datum. C'est la meilleure façon de faire coïncider les ellipsoïdes et les géoïdes pour les différentes parties du monde. Il s'agit d'une superficie constante et connue, utilisée pour décrire la localisation des points sur la Terre. Étant donné que différents datomes ont différents rayons et points centraux, un point mesuré avec différents datomes pourra avoir des coordonnées différentes. Il existe des centaines de datomes de référence, développés pour référencer des points dans des aires déterminées et qui conviennent à ces aires. Des datomes contemporains sont conçus pour couvrir des aires plus grandes. Il y a des centaines de datomes, mais entre les plus importants se trouvent le WGS 84, le seul que l'on peut appliquer au monde entier, le TRS 89, avec lequel on travaille en Europe, le PSAD 56 que l'on utilise en Amérique du Sud avec le WGS 84, et ainsi de suite. Regardons bien la maille. Nous pouvons voir que sur le méridien, l'unité de 1 degré représente toujours la même distance.
une mille nautique. Mais dans le cas des parallèles, nous observons qu'au fur et à mesure que nous nous éloignons de l'équateur, la distance représentée par 1 degré diminue jusqu'à atteindre 0 au pôle. Le fait que les degrés de longitude ne soient pas constants nous empêche de mesurer de façon fiable. Nous ne pouvons mesurer ni distance ni aire. Nous pouvons situer, mais nous ne savons pas mesurer. Pour pouvoir réaliser des mesures, nous avons besoin d'appliquer un système de coordonnées planes, un système de coordonnées cartésiennes, x et y. Ce système de coordonnées nous permet de définir exactement les distances. Par exemple, 2 mètres sur l'axe x et 3 mètres sur l'axe y, ce qui nous donne une aire de 6 mètres carrés. Mais pour passer d'un ellipsoïde à une surface plane, nous devons franchir un nouveau pas. La projection. La projection est le processus géométrique de conversion de l'ellipsoïde au plan. D'où le nouveau problème. Chaque fois que nous essayons d'aplanir une surface courbe, nous obtenons des distorsions. Les cartes auront des distorsions d'une ou plusieurs de ces propriétés: distance, direction, aire, forme ou échelle. Dans certains cas, la projection tentera de trouver un compromis entre les distorsions. Cependant, aucune projection n'est parfaite. C'est pourquoi il est très important de travailler avec un datum et une projection adéquate qui correspondent à nos objectifs. Les types de projections que nous pouvons trouver sont un plan, un cône ou un cylindre. La projection de Gould-Peters distorsionne la forme et celle de Winkel-Trippel tente de trouver un compromis entre toutes les distorsions. De nos jours, la projection la plus connue est probablement la projection Mercator, qui a été conçue il y a près de 500 ans pour la navigation maritime, mais qui distorsionne les aires sur la carte. On utilise la transverse universelle de Mercator, UTM, qui se construit comme la projection de Mercator normale, mais au lieu de la faire tangente à l'équateur, elle est séquente à un méridien. Contrairement au système de coordonnées géographiques exprimé en longitude et latitude, le système UTM utilise les mètres. Les méridiens se projectent sur le plan avec une séparation proportionnelle à celle du modèle. Ainsi, il y a équidistance entre eux. Cependant, les parallèles se séparent au fur et à mesure que nous nous éloignons de l'équateur, ce qui fait qu'à l'arrivée au pôle, les déformations sont infinies. C'est pourquoi nous représentons la région entre les parallèles 84 nord et 80 degrés sud. De plus, c'est une projection composée. La sphère est représentée en morceaux, pas entière. C'est pourquoi nous divisons la Terre en fuseaux de 6 degrés de longitude chacun. Chaque fuseau est numéroté avec un numéro du 1 au 60. Le premier fuseau est limité entre les longitudes 180 degrés et 174 degrés ouest et centré sur le méridien 177 degrés ouest. Chaque fuseau se voit attribuer un méridien central, qui est avec l'équateur l'origine des coordonnées. Les fuseaux sont numérotés en ordre ascendant vers l'est. Par exemple, la péninsule ibérique est située entre les fuseaux 29, 30 et 31, et les Canaries sont situées entre les fuseaux 27 et 28. Nous divisons la Terre en 20 bandes de 8 degrés de latitude, auxquelles nous attribuons une lettre, du C jusqu'au X, en excluant les lettres I et O à cause de leur ressemblance avec les chiffres 1 et 0. La projection UTM a l'avantage de que aucun point n'est trop éloigné du méridien central de sa zone, ce qui fait que les distorsions sont petites. Mais cela se fait au prix d'une discontinuité. Un point dans la limite de la zone est projeté en coordonnées différentes et propres à chaque fuseau. Pour éviter ces discontinuités, parfois nous amplions les zones,
pour que le méridien tangent soit le même. Cela permet d'obtenir des cartes continues, quasi compatibles avec les cartes standards. Cependant, dans les limites de ces zones, les distorsions sont plus grandes que dans les zones standards. Chacune des projections a son code EPSG. Celui de Saragosse, en Espagne, est 25830. Celui du Sénégal est 32 628 et celui du Salvador serait 32 616.